Alors, on fait les présentations. Bienvenue Anne-Sophie de Kerangal, vous êtes responsable service économie circulaire et déchets de la région Île-de-France. Alors, un de vos élus a ouvert nos échanges tout à l'heure. On va bien évidemment revenir avec vous sur votre plan régional de prévention et de gestion des déchets. Vous nous direz comment ça intègre le sujet des terres excavées. Je vous présente un ingénieur pédologue. Alors c'est nouveau, hein. C'est récent, parce que la science du sol est récente quand même. Prenez bien le micro. La science du sol est récente, c'est pas si récent que ça qu'il y a des pédologues. Hein. On en a déjà depuis un certain temps qui sillonnent la France, mais effectivement la pédologie est une science récente qui a bientôt 150 ans seulement. Et vous êtes administrateur à l'Association française pour l'étude des sols. Je commencerai avec vous dans quelques instants. Donc avec nous, Hélène Roussel, qui est chef de projet sites et sols pollués à l'ADEME. Et nous sommes également avec Dominique Guyonnet, directeur du programme scientifique gestion des impacts miniers et industriels. Je ne sais pas si les deux, on peut les mettre à l'écran s'ils sont là. La régie, Dominique Guyonnet n'est pas là? Si. Dominique Guyonnet, elle est là. Vous m'entendez, Madame Guyonnet? Dominique... C'est Monsieur Guyonnet et Madame Roussel. Voilà, donc Monsieur Guyonnet n'est toujours pas là. Monsieur Guyonnet, bon, il nous rejoindra. On est avec Hélène Roussel et on composera les aléas du direct, mais vous avez l'habitude, vous les pros des visios. Alors, notre sujet, c'est de voir avec vous les conditions de valorisation des terres excavées. Et avec une cible, c'est le sujet qu'on se pose à chaque fois, hein, la maîtrise d'ouvrage, les aménageurs, comment je dois maintenir la qualité des sols. Précisez-nous tout d'abord votre boulot à vous, c'est quoi? Alors pédologue, c'est vrai que c'est un métier à part entière, avec peut-être différents volets. Il y a peut-être des pédologues qui sont plus orientés sur l'agronomie, d'autres peut-être plus sur l'environnement, peut-être d'autres plus sur les sols artificialisés. Donc on a dans notre disciplines, différentes branches, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, par rapport à ce qu'on appelle un sol, je pense que les définitions peuvent être différentes suivant le métier qu'on a ou les affinités qu'on a. Pour le pédologue, le sol, c'est vraiment le matériau superficiel de l'écorce terrestre qui va faire, on va dire, à peu près 1 mètre d'épaisseur en climat tempéré. Alors, c'est une valeur un petit peu caricaturale, hein, ça peut être 5 cm comme ça peut être 1,50 m. Mais c'est généralement très superficiel par rapport à ce qu'on entend. Peut-être que de ce que j'ai entendu du début des interventions, on va plus loin quand on parle de terre par rapport à nous. Alors, parenthèse, Dominique Guyonnet est avec nous. Bonjour, bienvenue, merci. Bonjour. Ouais, super. Alors, on est là, mesdames, messieurs, dans un domaine complexe. On est là dans un domaine complexe parce que il faut analyser la qualité des sols versus son utilisation. J'aime bien votre schéma parce qu'on a là de multiples points d'entrée du systémique de l'analyse des sols. Commentez. Eh bien, effectivement, donc ça c'est un document qui est sorti lors de l'année mondiale des sols en 2015, produit par la FAO. Et ça montre, c'est un petit schéma sous forme de camembert qui se veut relativement pédagogique pour montrer que tous les usages qu'on pourrait faire du sol, aussi bien production de fibres, de nourriture que régulation du climat. Ça, c'est tous les rôles du sol, hein, effectivement. Et du coup, si on veut rebondir sur la qualité des sols, effectivement, c'est un terme un petit peu subjectif parce que par qualité des sols, il va falloir finalement préciser quelle fonction on veut garder pour le sol parce qu'il y aura des paramètres différents en fonction de l'utilisation du sol qu'on veut promouvoir. On gère le patrimoine du sol en fonction de l'usage qui lui sera dédié. Alors, si on vient maintenant à notre sujet des terres excavées, on a compris que la loi nous disait que ça mute du déchet vers la matière. Très bien. Quels sont les points d'entrée, selon vous, pour faire cette analyse usage?
Ah ben, effectivement, il faudrait déjà dans un premier temps regarder le matériau qu'on va excaver. Est-ce qu'il correspond il y a différentes qualités de terre, on va dire, alors latéralement, d'un point de vue géographique, que vous trouviez à 10 mètres de distance ou à 50 km, vous aurez peut-être des matériaux différents. Et une autre chose, c'est que le sol, il va varier également en profondeur. Peut-être avec des choses qui sont peut-être plus fonctionnelles. Encore, ça dépend de ce qu'on entend par fonctionnel. On a vu, ça dépend de l'affinité qu'on a, puis de là où on veut faire aller le sol. Mais il va falloir différencier les différents matériaux latéralement et verticalement pour pouvoir ensuite les destiner vers un usage donné, parce que ces différentes couches auront des propriétés vraiment différentes. Et est-ce que des terres excavées, donc les terres excavées peuvent être un réservoir de matériaux intéressants qui peuvent venir upgrader des terres, les termes sont peut-être pas bons, mais plus pauvres? Oui, alors c'est un peu intéressant parce que je travaille sur une thématique actuellement, depuis récemment, qui est un peu la même chose que ce qui vous intéresse aujourd'hui, mais par rapport à des sédiments. Et effectivement, c'est également aussi une problématique. Que faire des sédiments qui sont finalement des matériaux organominéraux tels que les sols, mais qui n'ont pas encore vécu ce qu'on appelle, nous, la pédogénèse, la formation en sol. Et comment les apporter sur des terrains existants sans perturber la qualité agronomique initiale du sol, par exemple, sans perturber les fonctions initiales du sol. Ça, c'est toute la problématique, effectivement. Alors, vous savez qu'il y a une loi, économie circulaire, les territoires, et on l'entendra dans quelques instants, ont tous leur stratégie économie circulaire. Quels sont vos précaux? Qu'est-ce que vous avez à leur dire sur ce sujet des terres excavées pour être dans l'esprit, dans la logique de l'économie circulaire, donc circuit court, réutilisation sur place, etc. Alors, je pense que l'esprit d'économie circulaire, c'est le plus logique parce qu'effectivement, les sols qui vont ressembler le plus à ce qu'on attend, ils sont proches de la source d'émissions de terres excavées. C'est souvent dans le secteur même qu'il faut chercher une valorisation parce que c'est là qu'on risque de trouver des terrains semblables en termes de pH. De nature minéralogique, etc. Donc souvent, c'est la clé, c'est de chercher sur place où réutiliser ces terres excavées. 2 mots sur ce schéma que l'on voit à l'écran. Oui, très rapidement, j'ai souhaité vous présenter 2 photos de sol. Tout à gauche, un sol naturel qu'on peut trouver pas loin du site sur lequel je travaille, à Angers. On voit bien le sol qui se décompose en différentes couches qui se sont organisées naturellement sur un pas de temps de 10 à 40 000 ans, on va dire. Ça, c'est le sol naturel. Donc, si on veut apporter des choses dessus, il va falloir être très précautionneux de ne pas détruire les fonctionnalités qui existent actuellement. À droite, pareil, sur Angers, travaux du tramway. Là, on est dans la constitution, la construction de sol à partir de matériaux excavés. Eh bien, par exemple, là, je vous ai mis sur pas loin du tram, ce qui est compris dans le géotextile. C'est un matériau technologique à base de terre, 1/3 de terre, 2/3 de cailloux, qui est constitué exprès pour accueillir des arbres d'alignement dans un milieu fortement contraint qui est la ville. Alors on a mis beaucoup de cailloux pour constituer un genre de squelette au sol pour pas qu'il se tasse avec les vibrations, et que ça corresponde bien à ce qui est attendu, faire pousser les arbres et en même temps résister aux contraintes du milieu urbain. Très bien. Alors, comment fait-on? Quels sont les dispositifs et les aides à votre disposition? Réponse tout de suite avec Hélène Roussel, chef de projet sites et sols pollués de l'ADEME. Alors, est-ce que vous intervenez tout d'abord, Hélène Roussel, dans l'aide à la décision? Parce qu'on a compris que c'était complexe, les approches étaient nouvelles. Comment vous facilitez les choses des décideurs, des aménageurs, des territoires? Alors moi, je voudrais rebondir effectivement sur l'importance de la bonne connaissance des sols, puisque pour bien traiter, il faut bien connaître. Donc c'est pour ça que l'ADEME souhaite accompagner les autres porteurs de projets qui seraient comme GeoBapa, qui voudraient créer leur cartographie de valeur de fonds pédogéochimiques de leur sol. Okay. Donc nous, on a un dispositif d'aide à la décision qui soutient les études
et qui pourrait donc accompagner des métropoles, des régions, des porteurs privés et qui veulent définir leur cartographie. Donc, vous pouvez aider les métropoles, les régions, les territoires pour faire la cartographie de leurs valeurs de fond, hein, je reprends le terme. Concrètement, c'est quoi le dispositif? Alors, il y a un lien qui s'affiche à l'écran et que vous pourrez utiliser, mais décrivez-nous ce dispositif d'aide. Voilà, c'est un soutien financier au même titre que celui qui est utilisé pour la reconversion des friches ou l'inventaire historique urbain. Donc c'est un soutien financier et on a aussi un soutien technique si besoin pour les porteurs de projets. Ok, alors on comprend, hein, c'est votre message, qu'il est indispensable de bien connaître les sols et cette question se pose en particulier, elle est plus prégnante sur les sols urbains. Vous avez développé avec le BRGM, on va entendre dans quelques instants Dominique Guyonnet, vous avez développé avec le BRGM une base de données. Vous nous la présentez ? Alors ça fait à peu près 10-11 ans que le BRGM et l'ADEME travaillent sur la mise à disposition des données des sols urbains. Parce que finalement, les sols agricoles et naturels, forestiers, étaient très connus par l'INRA, les GISOL, qui travaillent depuis presque 20 ans à la cartographie des valeurs de fond pédogéochimiques, mais plutôt naturelles. Les sols urbains, eux, sont les parents pauvres, ils sont très hétérogènes, ils sont compliqués à comprendre, puisque là, vous voyez les photos, il y a des remblais, l'histoire de... Ouais, voilà, l'histoire des villes a composé ces sols finalement, à la fois avec la déconstruction des bâtiments, avec des apports de cendres, parce que notamment quand on se chauffait au charbon, et puis des apports de matériaux pour rehausser les villes. Donc on a ce qu'on appelle les remblais anthropiques, les remblais plutôt naturels, qui sont par exemple l'apport de sable pour remblayer les zones un peu inondables sur le bord des villes. Donc ça, c'est le cas typique à Nantes. Et toute cette connaissance des sols urbains qui sont largement remaniés nécessitait une base de données nationale qui s'appelle BDSolu, qui a vocation de mettre à disposition au bureau d'études, au maître d'ouvrage, aux chaussageurs, la qualité des sols urbains pour pouvoir reposer les terres. Donc, cette base de données est à disposition, elle est disponible. Tiens, je fais une parenthèse pour vous dire que tous les supports que vous découvrez là au cours de notre rencontre seront à votre disposition. Vous aurez un lien pour les télécharger, hein, la totalité de ces documents. Donc, je reviens vers vous, Hélène. La base de données est donc disponible dès aujourd'hui ? Alors, elle est en cours de finalisation. Dans un an, vous aurez des cartographies disponibles sur la majorité des grandes métropoles françaises. L'idée de BDSolu, c'est que chacun puisse apporter aussi une pierre à l'édifice et que grâce à ça, on puisse au final avoir une carte précise, une amélioration de la connaissance des sols. Donc j'invite finalement tous les détenteurs de données à venir vers le BRGM et l'ADEME pour apporter leurs connaissances, leurs données dans cette base. Alors, oui, c'est et très en important. échange, ils auront une cartographie de leur sol. Ah, oui, c'est important parce qu'en France, on n'a pas de valeur seuil en termes de pollution. Donc, il faut raisonner par comparaison avec des valeurs témoins, d'où l'importance que vous entriez dans ces bases de données. Vous nous dites 2 mots aussi sur ces guides ? Alors, les 2 guides de valeurs de fond, en fait, se sont développés en même temps que le projet GeoBAPA. Ah, merci, il n'y a plus d'écho, c'est bien plus confortable. Donc, en même temps que GeoBAPA, en fait, il y a un groupe de travail national qui s'est déroulé pour l'établissement de ces valeurs de fond pédogéochimiques qu'on appelle naturelles ou anthropiques, hein, comme je vous ai présenté tout à l'heure, les sols anthropiques qui comportaient des apports de matériaux d'origine humaine. Et donc, on a développé ces 2 guides qui ont pour but, d'un côté, de travailler à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est typiquement le projet GeoBAPA, des grandes surfaces. On a des cartographies qui vont aider au replacement des terres. Et après, le deuxième guide, c'est plutôt orienté sites et sols pollués, gestion des sites et sols pollués avec l'échelle d'un site
Et on travaille là plus sur l'environnement local témoin autour d'une industrie, autour d'une ICPE. Donc voilà, ces guides ont été élaborés conjointement avec les GeoBaPac à Service d'études de cas. Voilà, donc voilà des guides à votre disposition à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un site, et c'est pile la religion et la philosophie de GeoBaPa, hein, et vous vous en êtes inspiré bien évidemment. Tout à fait. Je reviendrai vers vous s'il y a des questions. On va entendre Dominique Guyonnet, qui est toujours avec nous, j'espère, hein, directeur du programme scientifique Gestion des impacts milieux industriels sur le sol et le sous-sol au BRGM. Vous nous dites, calmons le jeu, il faut prendre du recul par rapport au seuil. Expliquez-vous. Alors, si on pouvait enlever l'écho comme pour Hélène, ce serait bien. Super. Donc, a priori, bon, on y va. Ça va Monsieur Goudenet, tout à l'heure, a rappelé le statut de déchet qu'acquiert une terre dès lors qu'on l'excave et on la sort du lieu de production. Vous avez également rappelé qu'il n'existait pas de seuil sur la qualité des sols. Or, le marché, les acteurs de ce domaine ont besoin de seuil pour réfléchir et pour orienter. Et par conséquent, si il faut démontrer qu'on n'a pas affaire à un déchet, à quoi est-ce qu'on va se référer? On va se référer au seuil sur les déchets. Et ça a amené pas mal de blocages parce que ces seuils sur les déchets, si vous regardez les seuils qui sont dans l'annexe de la directive européenne sur les déchets et les installations de stockage de déchets, ces seuils sont souvent très contraignants. Le premier interlocuteur, Monsieur Benjamin Schroun, de la région, a parlé des terres franciliennes. Ouais. Eh bien, les terres franciliennes, une de leurs particularités, c'est d'être riches en formation gypseuse, naturellement. Ouais. Et le gypse, c'est quoi? C'est des sulfates. C'est des sulfates. Et il y a des sulfates en Île-de-France. Oui. Oui. Et quand on se réfère au seuil déchets, eh bien, on est rapidement embêté par les sulfates, alors que je tiens à rappeler qu'il n'existe pas de seuil sur la teneur en sulfate dans les eaux ou dans les terres basé sur des critères de toxicité. Ça n'existe pas. Les seuils sont basés, que ce soit au niveau de l'OMS, de l'Agence de l'environnement nord-américaine, c'est des seuils qui sont basés sur des critères de coût organoleptiques, on appelle ça, ou de troubles pour la digestion. Et donc, il faut absolument arriver à prendre du recul, hein, c'était votre question, de la souplesse par rapport à ces seuils sur les déchets, et c'est l'objectif des guides. Alors, dans quelques instants, vous allez nous présenter l'approche nationale sur la gestion des terres excavées. Juste avant, une question, on va la traiter tout de suite, de Xavier qui dit « Pour produire la nature en ville, faut-il privilégier des terres excavées issues de sols naturels abondantes en Île-de-France » Vous y répondez à ça? Ou même de Carangal aussi, hein? Ou vous aussi, hein? Qui veut répondre à cette question de Xavier? Moi, je veux bien. Attendez, il démarre et vous continuez. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Alors, je ne sais pas de quelles ressources naturelles il parlait, mais c'est-à-dire si c'est pour aller chercher de la terre, de la bonne terre en périphérie, puis la rapporter, là, on tape un petit peu dans la ressource naturelle en sol. Donc, l'idée, c'est qu'en ville, on essaye de développer la ville sur elle-même avec des matériaux autant que possible recyclés, plutôt que d'aller chercher des matériaux, d'aller excaver des matériaux naturels à l'extérieur pour les rapporter dans la ville. C'est ce qui se faisait, mais il faut éviter parce qu'on a besoin de ces terres aussi en périphérie. Bien sûr. Voilà. Dominique Guyonnet, vous complétez? Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai envie de suggérer un dessin à Monsieur Schwartz. Il va faire. Beaucoup de talent. On est tous collectivement assis sur la branche des terres fertiles. Mm-hmm. Et donc il faut les préserver. Bien sûr, bon sens. Alors,
l'approche, on a un schéma là. Si on peut, vous nous avez préparé un schéma sur les objectifs des développements durables et comment s'inscrit notre problématique des terres excavées là-dessus. Bien évidemment, vous le dites tous, hein, l'approche ne peut être que systémique. On a des objectifs européens, des objectifs nationaux sur la préservation des sols, Dominique Guyonnet. Oui, c'était simplement pour illustrer le fait que la démarche nationale se place dans un contexte européen et international de préservation des milieux, notamment là on voit les objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont été publiés en 2015. Il y a en particulier l'objectif numéro 15 qui vise à préserver les écosystèmes terrestres avec des objectifs de restaurer des terres et sols dégradés et parvenir à un monde sans dégradation des sols. On a également cité, je crois que c'est vous-même, l'objectif de zéro artificialisation nette. Donc tout l'enjeu, c'est de concilier réutilisation et préservation des milieux et maîtrise des expositions environnementales et sanitaires. Il ne faut pas que les objectifs de réutilisation qui sont cohérents avec le plan économie circulaire, que cette réutilisation se traduise par une espèce de dilution des pollutions dans l'environnement. La solution à la pollution n'est pas la dilution en théorie. Ouais. Donc c'est tout l'enjeu de concilier ces objectifs. Donnez-nous de la clarification des clés de compréhension sur les différentes échelles de la connaissance. Alors, il y a l'échelle des lots des terres, il y a l'échelle du site d'extraction et du site de réception, il y a l'échelle régionale avec, vous en avez parlé, les fonds pédogéochimiques. C'est GeoBAPA, ça. Hein, comment je m'y retrouve là c'est quoi la méthode? Alors c'est une approche par étapes et donc en général on part de l'échelle la plus grande pour arriver à l'échelle spécifique du site. Donc c'est le principe des trois étapes avec l'échelle régionale qui permet, lorsqu'on a une compatibilité géochimique entre des sols venant de différentes régions, ça permet de faciliter le transfert entre ces régions. Il y a également des seuils définis à des échelles régionales qui permettent de faciliter cette réutilisation. Et ça va faire l'objet ça va être abordé en détail dans la deuxième table ronde. Ce que je voulais signaler, c'est que les guides qui ont été rédigés pour le ministère de la Transition écologique et qui permettent justement cette souplesse par rapport à des seuils couperets que j'ai évoqués tout à l'heure sur les déchets. Ces guides sont basés sur trois principes clés qui sont également évoqués plus en détail dans la deuxième table ronde. Premier principe clé, c'est le maintien de la qualité des sols sur le site receveur des terres. D'accord. Maintien de la qualité justement pour éviter ce côté dispersion, dilution de la pollution, ce qui n'est pas un objectif qu'on peut justifier d'un point de vue environnemental et sanitaire. Deuxième objectif, un principe de maintien de la qualité de la ressource en eau et des écosystèmes. Et un troisième principe qui est la maîtrise des risques sanitaires, tenant compte des futurs usages des sites receveurs. Il y a des usages qui sont plus ou moins sensibles. Ça peut être un usage résidentiel versus un usage industriel, etc. Présence ou non d'imperméabilisation sur la surface. D'accord. Voilà. Tiens, une question du public. Un guide est-il prévu pour établir des FPGA? Ah ben on me l'a enlevé. Ah non. Est-il prévu pour établir des FPGA entre l'échelle du site et celle du territoire? Alors, je pense que allez-y, Hélène. ou à moins que Dominique va y compléter, mais Non, donc, Hélène. FPGA, je traduis fonds pédogéochimiques anthropisés.
Alors, il y a, en fait, le guide territoire, il va être retravaillé, il y aura plus d'exemples, le guide site également. Et le lien qui se fait entre les deux peut se faire à la fois par des experts géostatisticiens ou des experts des bureaux d'études qui savent analyser les statistiques. Ces deux guides, ils ont juste deux vocations différentes. Le guide territoire plutôt sur la gestion des terres excavées, le guide site plutôt sur la gestion des sites et sols pollués. Donc, c'est plutôt l'objectif de l'étude qui doit compter, et le guide territoire peut s'appliquer sur des petites régions naturelles, sur des métropoles. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'ADEME si vous avez une question, en tout cas. D'accord. Une gestion basée sur la connaissance de la qualité des sols, hein, c'est le plaidoyer de Dominique Guyonnet. Et d'ailleurs, alors voilà des références que vous pouvez prendre, notamment sur ce guide de valorisation dont on a parlé, et qui est à votre disposition. Alors, merci pour vos questions, mesdames, messieurs. Elles arrivent en nombre. Je vais essayer d'en traiter le maximum. Suite-réponse, les terres excavées saines et naturelles doivent-elles donc en priorité être éliminées en décharge? C'est une question qui est posée. Qui répond à cette question? C'est vous, Dominique? C'est l'inverse. Tout l'objectif de la démarche, c'est d'éviter que des matières valorisables, des terres excavées valorisables, finissent en décharge. C'est une aberration, quelque part, qu'une terre naturelle, quand bien même elle présenterait des seuils qui poseraient question par rapport aux seuils que j'évoquais sur les déchets, justement, il faut sortir de cette logique des seuils déchets. D'une part, ces seuils sur les déchets sont basés sur des essais de lixiviation qui ont été élaborés pas pour des sols, qui ont été élaborés pour des déchets. Les terres excavées, c'est d'abord des sols, et donc il faut des seuils sur matière brute, contenu total, qui permettent justement plus facilement de se conformer au premier principe que j'évoquais tout à l'heure, qui est sous-jacent à ces guides, qui est le maintien de la qualité des sols du site receveur. Ok. Ouais. Christophe Duchemin. Ouais. Duchemin, pardon. Oui, non, je veux bien ajouter quelque chose parce qu'effectivement, ces terres qu'on excave, effectivement, on parle beaucoup du côté pollution, pas polluant, ne pas apporter des choses qui pourraient être potentiellement polluées, mais dans la mesure où elles ne sont pas polluées, ces terres, faut pas oublier qu'on a affaire à une ressource. Je vous l'ai dit, cette ressource, il faut 300 à 500 ans pour former 1 centimètre de sol. Et cette ressource, elle fait 50 cm, 1 mètre sur nos continents. Donc, cette ressource, elle est associée à des fonctions de dépollution, de recyclage de notre matière organique, de productivité de bois, toutes nos cultures en dépendent. Donc, mettre ça, enfouir cette ressource qui est non renouvelable et très précieuse, c'est un non-sens. Il faut la préserver et la réutiliser autant que possible, bien sûr. Alors Anne-Sophie de Keranga, je rappelle, vous êtes responsable du service économie circulaire et gestion des déchets de la région Île-de-France. Un commentaire tout d'abord là, sur ces 3 interventions de Mme Roussel, messieurs Ducommun et Guyonnet. Peut-être une question à leur poser. Écoutez, les échanges depuis le début de la matinée font complètement écho à la situation dans laquelle on s'est trouvé en Île-de-France. Puisque quand je vous rappelle que la région est compétente pour faire la planification dans le domaine de la prévention et de gestion des déchets. Donc là, je reviens sur le sujet déchets. On a dans cette planification l'obligation de regarder effectivement ce que l'ensemble des déchets produits sur le territoire francilien deviennent et de fixer des objectifs pour réduire ces déchets et les valoriser. Et donc, les terres excavées... c'est la question de la qualification même. Est-ce que c'est un déchet? Est-ce que ça l'est pas? À partir de quand ça le devient? Est-ce que c'est un matériau? Enfin, ça a été vraiment au cœur des réflexions de la constitution de ce plan sur la question des déchets de chantier. C'est-à-dire qu'on était face à un gisement de déchets, on va dire, si on l'appelle comme ça, qui n'en est pas un, puisqu'on est face à des matériaux, à de la ressource. Et donc, c'est la complexité du sujet. Ouais, vous avez
des équations à au moins 4 données, hein, les exhaussements de sol, la traçabilité, le manque de traçabilité, le suivi des impacts également. Juste une parenthèse, vous êtes allé voir ce qui se passe ailleurs, en Belgique, où eux, là pour le coup, ils ont des référentiels béton. Vous nous en dites 2 mots, après on revient à votre plan. Hein. Oui, du coup, dans cette réflexion avec l'ensemble des acteurs franciliens, on s'est posé la question de comment est-ce que cette gestion des terres excavées se faisait dans d'autres régions européennes. Et donc, on est allé en Belgique voir comment ça se passait, puisque dans ces régions belges, en fait, la législation des sols n'est pas une législation déchets. Voilà. Déjà, pour commencer, le paradigme n'est pas le même dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne se positionne pas sur la terre excavée. Dès lors qu'elle sort du chantier, on est sur un déchet. Là, on est sur une législation plutôt sol, qui permet d'avoir cette réflexion sur la connaissance du fond géochimique et donc du support sur lequel on va apporter des terres excavées et la connaissance des terres qui sont excavées. En se disant, on est sur un matériau a priori naturel ou anthropisé ou pollué, mais il va falloir déterminer la qualité de ce matériau, que ce soit d'un point de vue géochimique, d'un point de vue caractéristique mécanique, pour savoir où on va pouvoir l'utiliser et du coup optimiser cette valorisation. D'accord. Alors, votre plan régional, vous n'allez pas le décrire, mais en revanche, expliquez-nous l'approche, les points d'entrée sur notre sujet des terres. Et après, vous nous direz, parce que c'est important pour vous, les territoires, vous nous direz la logique économie circulaire autour de tout ça. Alors, le plan tout d'abord. Alors, le plan, rapidement, en fait, c'est un document qui permet de faire un état des lieux partagé avec l'ensemble des acteurs de la région sur l'ensemble des déchets produits. Donc, se pose la question dans ces déchets, de celle des déchets de chantier et plus particulièrement des déblais, puisqu'en Ile-de-France, on a une région en mutation, comme le disait M. Schroon tout à l'heure, et donc du coup, on est vraiment confronté à un nombre de chantiers très important. Donc, et autres. Ouais. Voilà, et dans les années à venir, encore plus que précédemment. Donc, du coup, de partager ces pratiques. Je rappelle, votre quantité de déblais va augmenter en moyenne de 25% sur la période des 10 ans. Là, hein. Donc du coup, un enjeu extrêmement important et la planification, c'est d'établir en fait les grands objectifs, le schéma de gestion futur de ces déchets sur la région et du coup les besoins, de faire les constats de là où on a des difficultés, là où on a des capacités d'installation insuffisantes, là où on a des pratiques qui ne sont pas encore au rendez-vous, là où on manque de connaissances et d'outils. Donc, voilà, ce schéma, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour dire que quand on s'est posé la question lors de l'élaboration du plan, qui est le PRPGD, donc le plan régional de prévention et de gestion des déchets, on s'est dit où en est-on ? Et on s'est aperçu que sur la question des déblais, en fait, on avait 2 grandes catégories d'utilisation d'exutoires ou de filières pour ces déblais, soit le réaménagement de carrière, soit le stockage, donc la mise en installation de stockage des déchets inertes, les ISDI. Et donc, toute sur la partie valorisation, finalement, on avait assez peu de connaissances, assez peu de filières développées, assez peu d'informations et que la pratique de l'aménagement, les solutions d'aménagement n'étaient pas suffisamment connues, valorisées et on manquait beaucoup d'outils et de connaissances sur le sujet. Et c'est fondamental, l'état des lieux. Hein, tous nos speakers le disent depuis le début de cette rencontre. OK. Alors, là, vous avez des indicateurs intéressants. Sur la diapo, on voit un petit carré rouge dans le schéma de gestion où effectivement... 57% de valo. Il fallait vraiment changer de paradigme. Hein. On est dans l'économie circulaire. On passe à se dire les déblais doivent être des ressources et essayer de de changer le schéma de gestion en allant vers cette logique de ressources et de matériaux plus que de déchets au sens plus classique du terme. Monsieur Schroon disait tout à l'heure, changer de philosophie. C'est bien ça. Hein.
Alors là, c'était juste pour illustrer qu'effectivement, on a fait une prospective dans cette planification pour se dire à quoi on est confronté. Et donc, j'ai envie de dire de tout temps, la région Île-de-France a énormément d'excavation. En fait, voilà, il y a eu énormément de développement. Donc, on est avec un pic de production qui, avec la crise Covid et autres, est décalé dans le temps légèrement avec les arrêts de travaux. Mais voilà, avec quand même des pics de production énormes et donc un enjeu vraiment extrêmement important de production de déblais et des qualités d'excavation très différentes. On parlait des sols. Moi, je suis ingénieur agronome de formation, donc je vois bien de ce que parle mon voisin, mais voilà, on est des sols et on est sur des excavations qui peuvent aller, quand on est sur le Grand Paris Express, extrêmement profond. Donc on n'est pas que sur le sol superficiel, mais la question du sol en lui-même, c'est là où on va déposer pour aménager. Et donc c'est extrêmement important et essentiel d'en tenir compte. Dominique Vuillonnet, tout à l'heure, parlait des sulfates très présents dans vos terres. Là, typiquement, comment rentre ce sujet dans... Typiquement, c'est un sujet qui est apparu lors de la concertation du plan comme un sujet extrêmement prégnant sur la région, puisque les caractéristiques des sols franciliens ne sont pas ceux de la Bretagne, ne sont pas ceux du centre-Val de Loire ou de la Normandie. Donc il faut vraiment aller au plus près de la connaissance. Et le sulfate, comme d'autres éléments qu'on trouve dans d'autres sols franciliens, sont des éléments de connaissance qu'il faut avoir pour savoir où orienter ces terres. Alors, je lis, si on peut remettre, il est beau ce dessin de Schwartz là qu'on vient de voir. Vous dites, objectif de valorisation matière sur les déblais inertes, 80% dès 2025 versus les 56% de votre carré rouge là. Hein, oui, c'était... Et le chemin n'est pas... Voilà, la trajectoire n'est pas... est ambitieux. Hein. Le chemin est ambitieux dans le sens où effectivement, l'objectif, c'est de se dire... il faut qu'on arrive à, en gros, aligner les planètes pour que cette valorisation, ce changement de paradigme se fasse. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment à un point important et cet événement de clôture et du lancement en fait de Géobapa, parce que c'est la fin des travaux, mais c'est le début de toute l'histoire. Voilà, c'est une étape. Ça nous permet effectivement de se dire que la trajectoire s'enclenche différemment, puisque on va avoir des outils avec les guides, avec le référentiel pour travailler cette question de l'utilisation des terres en aménagement de façon pragmatique et très proche du terrain. Bon, vous allez être picousé à Géobapa, enfin, vous allez l'utiliser. C'est un outil essentiel pour la région. On a soutenu ce projet parce qu'on a besoin que tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre franciliens s'approprient cet outil pour faciliter l'utilisation et dans des conditions sans impact. J'aurais une dernière question à vous poser sur la logique dans votre stratégie économie circulaire, dans quelques instants, mais juste avant... alors, question, elle est simple, mais remettons l'église au milieu du village. Tous les déblais sont-ils des terres excavées ? C'est peut-être Dominique qui peut répondre, vous ou... Alors moi, je suis pas forcément spécialiste, mais non. Parfois, ça peut être des matériaux construits, déconstruits, je pense, ou des choses comme ça. On n'est pas toujours dans de la terre. Alors, une question catégoriale, mais vous avez raison. Marie-Laure, de quelle manière les paysagistes concepteurs sont-ils associés à la remise en place des terres excavées ? Je ne sais pas, qui la prend celle-là ? Hélène Roussel, Dominique Vuillonnet, qui répond à cette question ? Sur les paysagistes. Je crois qu'il est arrivé un problème à M. Guillonnet qui est figé. Voilà. Alors, je peux prendre le relais si moi ça marche. Effectivement, toute l'équipe de paysagistes, aménageurs de terrains naturels sont impliqués dans la gestion des terres excavées, dans le groupe de travail qui a eu lieu pour la rédaction du guide piloté par le ministère et le BRGM. Et donc, effectivement, on peut parler de reconstruction de sols, notamment les sols qu'on va appeler les sols fertiles. Les sols de surface, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des sols construits, des technosols qui vont être refaits à partir de matériaux qui étaient plus ou moins infertiles,
et qui sont amendés avec du compost. Donc il y a plusieurs projets de recherche qui sont dessus et puis qui essayent de mettre en place cette nouvelle création de sol. Quels sont les problèmes? Merci. Quelles sont les problématiques à gérer là pour vous, pour votre expérience? Vos omnubilations, elles sont où, quoi? Alors, c'est d'une part de faire en sorte qu'on ait des changements de pratique de la part des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. Donc ça, c'est essentiel parce que si le maître d'ouvrage n'a pas en tête ces problématiques, s'il ne se sent pas responsable du devenir de ces terres excavées, s'il n'exige pas aussi de la valorisation, on ne peut pas espérer changer la trajectoire. Ça demande effectivement d'accompagner ces maîtres d'ouvrage et ces maîtres d'œuvre, et on sera aux côtés de Géobapa pour le faire, bien sûr, et de mettre en place aussi des solutions, des filières. On a parlé des terres fertiles, donc la reconstitution à l'instant de terres pour de l'aménagement. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on avait beaucoup de situations où pour aménager un parc ou autre, on allait chercher en dehors de l'Île-de-France, des fois, des terres naturelles pour les mettre dans les aménagements, alors qu'on peut reconstituer ces terres pour faire des aménagements paysagers, pour tous ces types d'aménagements, à partir de terres excavées. Donc on finance au niveau de la région des plateformes pour créer ces terres fertiles, pour les reconstituer. On finance aussi tous les investissements qui vont pouvoir permettre de mettre en place ces matériaux, ces nouveaux produits qui pourront justement permettre ce recyclage des terres excavées. Un mot très vite sur la logique stratégique de l'économie circulaire. Alors, sur la logique stratégique, c'est effectivement d'arriver à faire de ce qui est excavé en Île-de-France une ressource pour les aménagements et pour les maîtres d'ouvrage franciliens. Très bien. Je regarde s'il reste encore des questions. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je m'adresse à la régie pour voir s'ils peuvent m'envoyer les nouvelles questions qui sont posées. Que devient leur valeur d'un point de vue de la biodiversité? Alors, c'est un sujet qu'on abordera en deuxième partie, mais on peut y répondre. Ça, c'est pour vous, à mon avis. Oui, alors on va dire que ça va dépendre du matériau excavé. Pour le pédologue, il y a le sol en surface, et puis nous, on appelle la partie un peu plus profonde le sous-sol. Effectivement, toute la biodiversité se trouve dans le sol. On peut même dire que la majorité de la biodiversité de la planète se trouve vraiment dans le sol. Il y a plus qu'au-dessus du sol. Donc c'est vraiment une ressource intéressante. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas la considérer comme un déchet, parce que toute cette biodiversité qu'on va trouver dans le sol, elle a des fonctionnalités pour l'homme et pour la nature. Donc ne pas enfouir des terres de surface en profondeur, ne pas les mettre au rebut, les réutiliser à leur emplacement, c'est quelque chose d'essentiel qui va garantir la continuité des écosystèmes, notre santé. Et on parlait de trame verte et bleue, on peut même maintenant parler de trame brune pour le sol, pour rentrer en ville. Et accompagner cette biodiversité pour qu'elle rentre dans le sol, parce qu'on voit les populations sont de plus en plus urbaines, et on le voit dans le contexte actuel, elles ont besoin de sortir dans un cadre de verdure et de voir de la végétation, mais pour ça il faut de la terre fertile. Bien avec sûr. Toute la biodiversité. Combien d'années pour un centimètre de sol? Quand je dis sol, pour les premiers centimètres organominéraux de sol, on dit entre 300 et 500 ans pour fixer les idées. Ça calme, hein? Et c'est plus long si on voulait parler de la roche en dessous à s'altérer. Tiens, est-ce qu'Éric peut nous envoyer un dessin de Schwartz? Je vais leur demander de le commenter. Allez, vous me dites un mot chacun là, très, très vite. On commence avec vous, Hélène Roussel, parce que je crois qu'on a définitivement perdu Dominique. Hélène Roussel, on est tous assis sur une même terre fertile. C'est libre, hein, commentaire. Hélène? Bon, on l'a perdu aussi. Alors vous? Ah bah non. Ah non, allez-y. Non, le mot qui me vient, c'est le sol est un bien commun pour l'humanité. Très bien. Dominique Guyonnet. Je rappellerai sur cet enjeu de préservation de la biodiversité
on est quand même, d'après les spécialistes, dans la 6e extinction de masse de la planète Terre, si on regarde les temps géologiques. Donc, il y a urgence pour moi. Christophe? Ah oui, c'est difficile de faire mieux. Effectivement, les sols, faut les préserver. Il y a plus de fonctionnalités que ce qu'on pense. On est là grâce à eux. Et on termine avec vous. Oui, donc moi j'irais aussi redonner de la valeur, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de valeur dans ces terres et du coup il faut les remettre, redonner de la valeur, du sens à notre action. Merci beaucoup. N'oublierez pas de nettoyer vos chaussures en rentrant ce soir. C'était le dessin de Schwartz à l'instant. Bon alors, Géobapa, tout savoir sur ce départ. Hein, vraiment, ça démarre. Là, on vous rend compte de cette expérience et de la mise en œuvre de ces référentiels. Et maintenant, ce sera l'objet de notre deuxième partie. D'ailleurs, il faut vous les approprier. Merci à vous, madame, monsieur, merci. Mesdames, messieurs. Merci à Hélène Roussel également et à Dominique Guyonnet.